N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonsoir et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous les compatriotes citoyens partout où ils se trouvent. Merci. Ce matin, en tout cas, nous revenons sur cette question parce qu'elle est d'actualité. C'est par rapport à cette entrée officielle des militaires burundais en RDC. Il faut préciser en tout cas que les militaires des forces de défense du Burundi sont entrés officiellement hier, lundi, en République démocratique du Congo par la frontière de Kiliba. Là, nous sommes dans le territoire d'Ouvira. Donc, d'après les porte-parole du secteur opérationnel Sokolade au site Kivu, les lieutenants Marc Elongo, c'est en tout cas ces militaires burundais sont cantonnés au centre d'instruction de Luberizi. Toujours c'est dans la plaine de Ruzizi au site Kivu. Cet officier militaire précise que cette entrée officielle s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des forces prônées par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est et EAC. Cette task force est sous les commandements de la RDC. Elle a pour mission de traquer tous les groupes armés nationaux et étrangers sans distinction aucune et de restaurer la paix promise par le président Tshisekedi Félix Antoine. Il faut dire que dans le cadre des opérations, bien sûr, l'armée congolaise est appelée donc au secret militaire. Donc il faut préciser qu'en tout cas à ces militaires burundais, c'est depuis hier lundi qu'ils ont fait leur entrée sur les sols congolais dans le cadre bien sûr de la décision qui avait été prise entre les chefs de l'EAC, donc les chefs de l'État, notamment le président Tshisekedi, le président Uhuru Kenyatta qui n'est plus d'ailleurs chef de l'État Kenya. Il faut peut-être on pourra parler de cette actualité après. Aussi il y a eu le président ougandais et le président rwandais. Donc, alors, pour commencer cette actualité, vous avez suivi, ça c'était une dépêche de nos confrères de la radio Okapi. Monsieur Mouinouka, c'est que tous les Congolais, je vais le dire comme ça parce que ces Congolais de l'Est ont besoin vraiment de la paix, ont besoin de vivre dans la sécurité. Je l'ai dit que les Congolais de l'Est attendaient cette force de l'EAC. Et la première à faire son entrée, c'est la force burundaise. Vous, personnellement, comment vous avez analysé, comment vous trouvez cela? Parce que les Congolais, en tout cas, de l'Est attendaient cela. Monsieur les journalistes, la paix reste un devoir de tout le monde. Comme je l'ai toujours dit, la paix c'est le devoir de nous tous et que nous devons concourir pour que nous ayons la paix. La paix, on ne peut pas laisser ses devoirs seulement aux forces de l'ordre seulement, ni aux politiciens, mais tout citoyen digne d'être citoyen doit contribuer pour que la paix revienne dans son pays. Quand il s'agit de cette force de l'EAC, nous autres, quelquefois nous sommes partants, quelquefois nous ne sommes pas partants. Vous avez vu ce qui s'était passé quand on refusait que la police rwandaise puisse fouler ses sales pieds sur le sol congolais. C'est la police rwandaise. Exactement. Et maintenant, nous, quand cette force a été annoncée, tous on a dit grand merci, mais nous craignons que l'infiltré puisse encore passer à travers cette force. C'est qui l'infiltré? L'infiltré, c'est les forces armées rwandaises, l'RDF, leurs alliés. Puisque vous avez vu que UPDF semble aussi jouer la carte d'Idendo. Il joue la carte de deux poids, deux mesures. Mais quelque chose qui nous réjouit est que cette force sera sous commandement des forces armées congolaises. Voilà. Et nous aimerions que le commandant qui va commander ces opérations soit un Congolais digne de son nom. Puisque être Congolais digne de son nom n'est pas avoir la nationalité congolaise seulement, c'est avoir cet amour du patriotisme congolais. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, on a vu un chef de l'État avec la volonté, les soucis de ramener la paix dans cette partie est de la RDC en proie à des violences des groupes armés depuis plus de 20 ans. Mais il faut préciser que c'est parmi aussi faire appel à cette force, c'est parmi aussi une solution pour que cette partie respire, cette partie est de la RDC vive en tout cas dans la paix. Mais il faut préciser que la mission de cette force est de traquer tous les groupes armés nationaux et étrangers. S'il faut parler d'abord au site Kivu, on voit qu'il y a plusieurs groupes
armés aussi locaux qui inquiètent la population. Il y a également, par exemple, les groupes armés burundais comme les FNL. Ici, on nous parle que tous ces groupes armés sont dans les viseurs de cette force. Est-ce qu'on peut avoir espoir que ça va apporter quelque chose? Non, moi, je l'avais toujours dit lorsqu'on avait demandé au président Tshisekedi de négocier avec les M23 et les autres. Il fallait que les pays d'origine de ces groupes armés puissent affronter à ces groupes armés, puisque FNL est composé de citoyens burundais, ce ne sont pas des citoyens congolais. Et lorsqu'ils sont traqués par leur propre armée, c'est quelque chose de bon. Mais il faut voir que nous devons être vigilants, certainement du point de vue historique. Notre histoire et le Burundi n'est pas assez floue comme notre histoire avec l'Ouganda et le Rwanda. Mais aujourd'hui, on constate que parmi d'ailleurs les pays aujourd'hui voisins, les pays de la sous-région, les Burundi, voilà, s'approchent avec la RDC. On voit en tout cas que les courants passent entre Tshisekedi et Ndayishimiye. Oui, depuis même Nkurunziza, les courants passaient toujours. C'est qu'un Congolais, quand il est au Burundi, il se sent chez lui. Et je pense la majorité. C'est pas comme au Rwanda aujourd'hui. Ouais, quand on est au Rwanda, on est insécurisé. Quand on est en Ouganda, on est proche de la mort. Moi, je pense que nous devrions, nous, comme Congolais, on devrait tirer leçon de toutes ces opérations. Parce qu'il faut comprendre que si notre armée avait des moyens logistiques adéquats, on ne pouvait pas faire appel à ces troupes étrangères. Mais aussi, on pouvait y faire appel puisque c'est dans le cadre de la communauté des pays des Grands Lacs, ça c'est tout à fait logique. Mais nous autres, on aimerait que l'organisation chez nous puisse régner avant que d'autres ne puissent nous venir en aide. Si on est bien organisé, il peut venir normalement comme appui à son voisin, mais chez nous, nous devrions d'abord, nous éduquer. Et aussi, je peux profiter de lancer cet appel aux groupes armés nationaux. Ils ont dit qu'ils ont pris les armes pour protéger leur communauté. Et je pense, lorsqu'ils prennent les armes, la communauté les accueille, mais par après, ils tournent l'arme contre cette même communauté. Et il est grand temps qu'ils déposent les armes pour construire la paix. S'ils veulent protéger leur communauté, ils vont protéger la communauté à travers la sécurité générale, monsieur le journaliste. Et ce qui peut nous aider avec la sécurité générale, c'est l'armée et la police. Qu'ils déposent les armes calmement, qu'ils passent par le programme de désarmement et réinsertion sociale qui a été instauré par les chefs de l'État, qu'ils subissent la formation digne des militaires de son nom, et intégrer l'armée pour assurer la sécurité à leur communauté. Puisque quand ils seront traqués, c'est nous qui allons encore perdre nos jeunes, monsieur les journalistes. Ces troupes armées étrangères, on est tout à fait d'accord qu'ils subissent ces bons fouets puisqu'ils ont causé tort ici au Congo. Mais quand il s'agit des troupes armées nationaux, moi j'aimerais que la sensibilisation puisse s'accentuer en fait de voir est-ce que certains jeunes peuvent revenir encore à la raison, puisque ce sont des brebis galeuses, mais sont nos enfants. D'accord. Maintenant que l'EAC a déjà commencé d'ailleurs à déployer sa force dans l'est du Congo, que deviendra maintenant la force onisienne? Là, je parle de la MONUSCO. Non, vous savez, on l'avait toujours dit que la MONUSCO, c'est une force inutile d'occupation, chercheur de minerais, vendeur d'armes, et rien d'autre que cela. Et je ne sais pas si il est encore temps de parler de cette MONUSCO, monsieur le journaliste, puisque nous devons la faire partir de gré ou de force. Je pense que la MONUSCO sont des observateurs, ils n'ont jamais combattu et ils vont rester toujours là en train de croiser les bras. Mais cela devrait interpeller les chefs de l'État. Que la MONUSCO était venue chez nous pour protéger les civils. Aujourd'hui, c'est l'armée, la police qui protège la MONUSCO. Nous devons tirer attention que cette force ne se transforme aussi en MONUSCO. C'est que les conséquences doivent nous enseigner mieux que des conseils qu'on peut prodiguer aux autorités d'ici et là. Mais ce sont des voisins, ils ont aussi les soucis parce que la paix seulement, on n'en a pas seulement besoin de la paix en RDC. Donc c'est pas la RDC seulement qui a besoin de la paix, mais aussi il y a tous ces pays-là qui ont déployé leurs militaires en RDC. Tous ces pays aussi ont besoin de la paix parce que
parfois aussi, ces pays sont pris comme cible par ces groupes armés. Quand on voit par exemple au Burundi, il y a ces rebelles-là qui sortent de la RDC pour aller attaquer les Burundi. Quand on voit ce qui s'est passé par exemple en Ouganda, où il y a eu des attentats et qui a fait des morts, c'est-à-dire que tous ces pays-là donc, ont besoin aussi que cette force apporte une solution, parce qu'on a tous besoin de la paix dans la région des Grands Lacs. Exactement. On ne peut pas parler de la paix en RDC seulement en oubliant la région des Grands Lacs en général. Mais le sérieux problème, c'est cette volonté d'autres pays membres de la région des Grands Lacs. Quand on peut, certainement, ici chez nous, je prends l'exemple toujours d'ici chez nous au Congo, nous avons les FDLR qui sont d'origine ougandaise. Il y a les FDLR Nyatura qui sont d'origine rwandaise. Et les FDLR, ils avaient fui le Rwanda et ils disent qu'ils peuvent encore retourner au Rwanda. Les FDLR, même chose. Les ADF Nalu, même chose. Mais le sérieux problème, est-ce que nos pays voisins ont vraiment besoin qu'il y ait la paix? C'est ça le sérieux problème. Et c'est ça les questions que nous devrions normalement nous poser. Et si on peut répondre à cette question, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que les Rwandais viennent au Congo pour traquer les FDLR. Pourquoi ils n'ont jamais trouvé la solution? C'est que nous autres, nous pouvons avoir cette volonté d'imposer, cette volonté de voir tout celui qui vit dans la région des Grands Lacs vivre en paix, mais les voisins, eux, ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. Et ils savent que lorsqu'il y a l'insécurité au Congo, ils vont encore dire demain nous irons traquer les FDLR, d'autres vont dire demain nous irons traquer FNL, d'autres vont dire demain nous irons traquer ADF Nalu, les Red Ntabara, Saint-Abaza, c'est quoi, et les autres. Et ceci, on travaille avec cette force pour la paix, mais chez nous, normalement, nous devrions avoir notre propre secret pour traquer ces groupes armés, monsieur le journaliste. Certainement qu'en coalisant, en mutualisant nos forces comme ils l'ont voulu, on ira plus loin que se battre seul. Mais il faut se battre avec eux, avec notre propre stratégie aussi, qui est celle d'armer jusqu'aux dents notre armée, puisque ces forces vont partir. Puis il faut tirer attention avec l'agresseur. Ils savent, et il y a ceux-là qui peuvent venir, qui sont venus traquer ces groupes armés. Dans l'entretemps, ils viennent avec d'autres groupes armés. C'est comme ça que le Rwanda a créé, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de factions de FDLR. Ils ont créé les FDLR pro-Rwanda et les FDLR contre le Rwanda. C'est que nous devons être vigilants, même si on va travailler avec eux. D'accord. Alors, il faut retournons un peu à Rutshuru, parce que ça fait un moment où les gens ne parlent plus de Rutshuru. Il faut préciser en tout cas qu'il y a eu un retour progressif de la population dans les zones occupées par les M23, malgré les tortures subies par la population. Certaines populations du territoire de Rutshuru ayant fui les combats entre les FARDC et les M23 à Rutshuru retournent progressivement dans leurs milieux respectifs. C'est l'occupation, malgré de leurs milieux par les rebelles du M23 depuis plus de 2 mois. C'est notamment par exemple à Kabindi, Kabasanza, Chanzu, dans les groupements de Jumba, Busanza, Gisigari, rapportent plusieurs sources locales. Il faut préciser que dans les groupements par exemple de Gisigari, les habitants regagnent les villages de Ruvumu, Kabaya, Kashoboro, Rutiru, jusqu'à Bunagana. Mais les retournés disent traverser les moments très difficiles dans leur milieu des refuges, mais aussi, il faut dire qu'ils déplorent en tout cas l'entrave observée sur les lignes de front entre les FRDC et les M23. Mais cette population-là qui a pris le risque de retourner dans leur milieu du village, dans leur milieu, disons, où ils ont fui suite à ces combats, mais ils disent, donc ces habitants, ils disent en tout cas être victimes des tortures subies de la part des M23. Comment vous trouvez cela? Nous avions toujours décrié la violation grave des droits de l'homme par ces rebelles M23 et d'autres groupes armés, monsieur le journaliste, puisque ces groupes armés, ils n'ont rien d'éthique quand il s'agit de la guerre. Ils n'ont rien subi comme formation, puisqu'ils ne sont pas des militaires qui ont un jour passé sur les bancs de l'école pour être formés de l'art militaire. Ce sont des garçons ramassés d'ici et là et qu'on les habille en tenue et qu'on donne des tenues. Ils n'ont rien d'instruction. C'est pourquoi nous
nous pensons que la communauté internationale, à travers la République démocratique du Congo, devrait se saisir de cette situation. Puisque à Rutshuru, nous sommes en train de perdre du jour au jour les citoyens congolais qui sont en train de se faire abattre par ces inciviques, monsieur le journaliste. Nous recevons des appels, des alertes d'ici et là, comment est-ce que les gens souffrent. Les gens ne parviennent même plus à accéder à leur champ sans payer quelque chose à ces inciviques. C'est que lorsque nos compatriotes sont en train de retourner, comme ils ne devraient pas rester là où ils étaient, puisqu'ils n'étaient pas pris en charge, même ceux-là qui s'appellent ONG d'aide humanitaire, ils ne sont jamais venus. Mais ça, c'est triste. Hein? Oui, c'est triste. Comment comprendre cela? C'est alarmant. Oui. C'est alarmant. Même l'État congolais, ils ne se sont même pas souciés de ces patriotes qui ont fui. Et c'est comme ça, vous les voyez rentrer. Et quand ils rentrent maintenant, c'est comme ça que ces M23 sont en train de s'enrichir à travers ces taxes qu'ils sont en train de percevoir. Mais l'État congolais devrait s'activer à tout prix pour sauver nos concitoyens dans ces calvaires, monsieur. D'accord. Alors, pour finir, je voudrais bien qu'on fasse un tour au Kenya parce que c'est de l'actualité aussi. On ne peut pas seulement se focaliser sur ce qui se passe dans notre région, mais il y a aussi ce que l'actualité chez nos voisins parfois intéresse également les Congolais. Mais je voudrais bien qu'on revienne sur l'élection de M. Ruto qui suscite également des tensions au Kenya. Mais il faut dire que le président qui a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle au Kenya, il y a un moment où il avait choqué les Congolais à travers ses propos. Lui qui avait dit, il avait qualifié des Congolais en disant, je cite, ils ne savent que chanter et porter des pantalons, enfiler au-dessus du nombril. S'il faut revenir sur ça, en tout cas, le président qui a été élu, donc le vice-président du Kenya, William Ruto, qui a été proclamé hier lundi vainqueur de la présidentielle avec 50,49% des voix devant Raila Odinga, qui est l'opposant historique avec 48,85%. Il faut dire que c'est lui qui va en tout cas devenir le président du Kenya en attendant la confirmation de son élection. Bien sûr, ça a été déjà confirmé par la commission qui s'occupe des élections au Kenya, mais aujourd'hui nous suivons des tensions, des protestations dans les cas de Raila Odinga. Mais comment? Parce qu'il faut revenir sur cette élection, surtout sur les propos de M. Ruto, lui qui avait à un certain moment choqué les Congolais. Je vois certains Congolais reviennent sur ça sur les réseaux sociaux en disant que c'est un chef de l'État qui a été élu, mais qui semble être hostile à la RDC. Comment vous analysez cela? Si on peut voir l'histoire entre la RDC et le Kenya, il n'y a rien de flou. C'est que notre histoire n'est pas salie entre les deux pays. Mais les nouveaux présidents, quoi qu'il y ait encore des contestations, puisque leur commission électorale semble être divisée, dont le président accepte et le vice-président rejette les résultats. Mais nous, personnellement, on peut dire qu'il a été élu. Mais lui voudrait entraver des relations entre la RDC et le Kenya, quoi qu'il avait présenté les excuses par après. Mais il faut savoir que le Kenya semble être les pays parrains du pouvoir de Tshisekedi. C'est qu'à tout prix, moi je pense que nous devons nous préoccuper de l'actualité kenyane. Oui. Mais cette actualité kenyane, nous devrions aussi en tirer les leçons. On ne peut pas observer tout simplement ça en tirer les leçons. On a vu comment est-ce que ceux-là qui ont contesté ont été fouettés par la police, chose que nous déplorons. Nous autres, on aimerait que le Kenya soit aussi un pays démocratique comme la RDC, monsieur le journaliste. L'arrivée de M. William Ruto ne devrait pas nous préoccuper à tout prix comme un dieu qu'on vient de lire, tout en sachant, quoi qu'il avait présenté les excuses, il nous avait injurié. Je crois qu'il faut revoir la diplomatie. Il avait dit, s'il faut revenir sur ses propos, il avait dit, je cite, ces gens sont environ 9 millions d'habitants, mais ils n'ont pas de vaches pour produire leur propre lait et continuent d'emporter les laits d'Australie, de Nouvelle-Zélande et je ne sais d'où encore. Mais et puis il avait encore dit, c'est vrai qu'il avait prononcé ses propos parce que il avait également présenté les excuses, mais il avait également dit non, ces Congolais ne savent rien, ils savent que parce que leur temps en train de danser et pendant que au lieu que les jeunes puissent se concentrer pour
que la paix revienne dans leur pays. Mais les propos avaient choqué des milliers de Congolais. Oui, cela devrait choquer, mais il fallait tirer aussi une leçon, comme je l'ai dit. Dans tout ce qu'il y a du mal, il y a quand même quelque chose aussi de bon. Quand il a dit cela, il a vu que la jeunesse a été délaissée à la consommation abusive des boissons alcoolisées. On a vu qu'aujourd'hui, la sexualité reste le programme plus chanté dans des ONG, au lieu de chanter sur des programmes qui peuvent construire la jeunesse. C'est que cela devrait interpeller nos autorités. Quand ils disent que nous avons une sol arable mais qui n'est pas exploitée, nous ne savons que danser. Mais il faut qu'il arrive dans les Massissi et voir combien de fermiers qui sont dans les Massissi. Et il fallait aussi... Quand il faut voir la ferme de Kabila. oui, il y a comme Kabila avec sa ferme de l'espoir, et c'est l'espoir. Comme Bertin Kirivita aussi, qui a des fermes dans les Kichanga, comme les Kamanzi et les autres, les Sadro, les Sening et les autres. Moi, je pense que l'État congolais devrait aussi valoriser maintenant ce que nous avons. Il y a une laiterie moderne qui a été construite à Luhonga dans le programme des 100 jours de M. Tshisekedi, et ce sont des choses qu'on devrait à tout prix valoriser. Mais il y a trop de communication sur ça, les gens ne communiquent pas, surtout au niveau national. Ils s'occupent que de la politique, pendant que le chef de l'État fait des choses bien aussi sur les plans sociaux, mais les gens n'en parlent pas. On oublie ce qu'on devait prendre comme programme, monsieur le journaliste. C'est que la communication aujourd'hui, c'est parmi les socles et piliers du développement des nations. Mais chez nous, la communication reste... basé sur les cultes de personnalité. C'est sur les cultes de personnalité. Les gens veulent danser toujours pour les politiciens. C'est les malheurs devant les politiciens ou rien. Or, nous, on s'est dit, étant comme les yeux... Même les médias publics, disons publics, voilà, parfois ils communiquent moins sur les actions du chef de l'État. Non, c'est le cas de la RTNC. Ils peuvent communiquer lorsque le chef de l'État inaugurait un pont, que de communiquer sur des bons programmes du chef de l'État. Et la population... Les attributions aussi des moyens à suivre ça. C'est parmi les fonds communicateurs. D'ailleurs, je ne sais pas, il a été tiré d'où, si c'est aussi en Europe, je ne sais pas. Quand même, il communique bien. Il faut journaliste également. Bon, être devant la caméra, tenir le micro ne fait pas de quelqu'un journaliste. Les journalistes, vous avez des éthiques, mais Mouyaya, sa façon de communiquer, et d'ailleurs c'est parmi les gens, puisque nous savons que le gouvernement sera remanié, mais Mouyaya ne doit plus revenir dans le gouvernement des warriors. C'est quelqu'un qui ne sait même pas tenir compte des tensions de la population. C'est parmi les meilleurs qu'on a eu. Il n'est pas parmi les meilleurs. Moi je pense que le meilleur était le grand démagogue Mende. Ça c'est quand même, c'est trop ça. Oui, c'est un démagogue. C'est base de quoi vous le dites? Son être d'ailleurs le prouve qu'il est un démagogue. Même l'autre qui veut emprunter son chemin, Mouyaya, je crois qu'il doit être recadré. Il doit être recadré pour que nous ayons une communication constructrice et non violente. Mais selon vous, quels sont les ministres qui ne méritent plus, parce que nous apprenons sur les réseaux sociaux que bientôt le président, disons, pourra remanier, disons, le gouvernement. Oui, c'est un devoir à tout prix, puisque le chef de l'État pensait que ces fameux warriors devraient lui aider à changer, même si vraiment ça ne va pas. Et je pense qu'il a ses devoirs sacrés, et ça sera parmi des leçons qu'il peut donner à la population congolaise. Quels sont les ministres qui ne méritent plus? Il y a, non, c'est assez. Il y a M. Nzang qui ne mérite plus de revenus. Comment ça? Oui, puisqu'il a échoué dans son secteur. Il est décrié d'être parmi les ministres plus corrompus. Il y a Mouyaya qui est le faux communicateur, qui ne sait même pas communiquer, il ne sait même pas tenir compte des tensions, il ne sait même pas lire les signes du temps. Il y a l'autre aussi qui est à l'hydrocarbure, monsieur Didier Boudimbo. Bon, d'accord, ça qui n'a jamais pris même connaissance de son secteur, mais qui a été nommé. Bon, d'accord, ça reviendra. D'accord. Je comprends bien. Je comprends bien, espoir, on reviendra sur ça prochainement. Mais comme tu en vers la fin de cet entretien, message à notre armée. Moi, j'aime toujours qu'on finisse nos entretiens à lancer un message à OFARD. C'est parce que parfois je me dis ce sont nos héros que nous avons qui se battent, parce qu'ils se battent toujours jour et nuit pour défendre ce pays. Un message à l'armée congolaise. Nous félicitons nos services de sécurité en général, c'est que l'armée, la police et l'ANR. Nous sommes derrière vous, mais tout en état derrière vous, nous demandons que votre social soit aussi revu comme ils sont en train de revoir le social d'autres institutions.
Mais aussi, dans le cadre de vous soutenir, nous demanderons toujours qu'il y ait aussi réforme dans cette armée